Le matin de Noël, chez maman, aurait dû être magique pour mon fils de 9 ans, Tyler, mais ma sœur Patricia l'a transformé en son pire cauchemar. Pendant que les adultes ouvraient leurs cadeaux dans le salon, elle a forcé Tyler à aller dans la cuisine pour laver toute la vaisselle sale utilisée lors de la préparation du dîner de Noël. Ensuite, elle a pris une photo et l'a publiée dans notre discussion de groupe familial avec la légende « Son rôle est de servir la famille ». J'ai vu le visage de mon garçon s'effondrer, alors que 20 de mes proches assistaient à son humiliation. La réaction de mes parents a tout changé. La notification sonore de mon téléphone a résonné comme un coup de feu dans le silence festif du salon de maman. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la discussion de groupe familial s'illuminer de messages. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai vu cette photo de Tyler debout devant l'évier de la cuisine, ses petites mains submergées dans l'eau savonneuse, ses épaules voûtées de honte. Patricia l'avait pris en photo par derrière, ce qui le faisait paraître encore plus petit et plus vulnérable devant l'immense cuisine de notre maison d'enfance. Mais c'est la légende qui a brouillé ma vue de rage, son rôle est de servir la famille. Sept mots qui m'ont transpercé la poitrine comme un couteau. Je me suis levé du canapé si vite que le papier cadeau s'est éparpillé sur le parquet. Maman a levé les yeux, de son nouveau foulard en soie, avec une légère irritation. « Abraham, qu'est-ce qui te prend? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Je n'arrivais pas à parler. Je lui ai juste tendu mon téléphone, lui montrant la publication de Patricia. Maman a plissé les yeux devant l'écran, puis son visage s'est fendu d'un large sourire. « Oh, mais c'est merveilleux. Patricia est en train d'enseigner quelques responsabilités à Tyler. Ce garçon a besoin de structure dans sa vie. » Papa s'est penché par-dessus l'épaule de maman pour regarder, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Il a ri chaleureusement. « C'est bien fait pour Patricia. Il faut que quelqu'un montre à ce gamin la valeur du travail acharné. » Mes mains tremblaient tandis que je regardais les réactions de cœur et de pouces levés se multiplier sous la photo. Tante Dorothy a commenté, « Enfin, un enfant qui comprend le respect. » Oncle Frank a ajouté, « Patricia sait ce qu'elle fait. » J'aimerais que plus de parents aient son courage. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'étaient les mêmes personnes qui me gâtaient horriblement quand j'avais l'âge de Tyler, qui ne m'avaient jamais fait lever le petit doigt pendant les réunions de famille. Maintenant, ils célébraient l'humiliation de mon fils comme si c'était une sorte de percée éducative. « Ce n'est pas lui à prendre la responsabilité, dis-je, ma voix tremblant d'une fureur contenue. C'est l'humiliation publique d'un enfant de 9 ans. » Patricia a émergé de l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon avec la satisfaction de quelqu'un qui vient d'accomplir quelque chose de significatif. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré le travail en cuisine et son pull de Noël rouge semblait immaculé. Elle avait toujours été le genre de personne à orchestrer le chaos tout en restant impeccable. « Oh, arrête-toi, Abraham. Tyler va bien. Un peu de travail n'a jamais fait de mal à personne. » Elle a fait un geste désinvolte vers la cuisine. « En fait, il s'amusait jusqu'à ce que tu en fasses toute une histoire. » S'amusait? Je l'ai dépassé en la bousculant dans la cuisine où Tyler se tenait figé à l'évier. Ses cheveux bruns lui pendaient sur les yeux et je pouvais voir des traces de larmes sur ses joues rougies. Le voir si défait a fait monter quelque chose de primaire dans ma gorge. « Tyler, mon pote, viens ici. » J'ai serré ses petits bras contre son corps, sentant à quel point ses épaules étaient tendues. « Tu n'as plus à faire ça. » Mais quand je me suis retourné vers le salon, j'ai réalisé que le cauchemar ne faisait que commencer. Patricia avait de nouveau son téléphone, filmant ce moment aussi. Voyez comme il couve le garçon. C'est exactement pourquoi Tyler a besoin d'être guidé par quelqu'un qui n'encouragera pas son attitude capricieuse. Maman est apparue dans l'embrasure de la cuisine, son visage sévère d'une désapprobation qui m'était directement adressée. « Abraham, Patricia essaie d'aider. Depuis ton divorce, Tyler est différent, plus renfermé, plus difficile. Patricia a de l'expérience avec les enfants à problème. » À problème. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Maman, Tyler n'est pas à problème. Il a traversé un divorce, oui, mais il s'adapte magnifiquement. Son professeur dit qu'il est l'un des enfants les mieux élevés de sa classe. Papa a rejoint le public grandissant dans l'embrasure de la cuisine. Fils, parfois nous sommes trop proches pour voir clairement les problèmes. Patricia a observé Tyler lors des réunions de famille. Elle a remarqué des schémas préoccupants. J'avais l'impression de vivre dans une réalité alternative. Quel schéma? Tyler est poli, serviable et gentil.
Qu'est-ce que Patricia t'a dit exactement? Patricia s'est avancée, son expression passant à ce que j'ai reconnu comme son mode professionnel. Elle travaillait comme spécialiste du développement de l'enfant et brandissait cette accréditation comme une arme chaque fois qu'elle voulait paraître autoritaire. Tyler montre des signes de comportement oppositionnel, une recherche d'attention par le biais de récits victimaires, et une résistance aux limites appropriées. Le divorce a clairement perturbé sa compréhension de la hiérarchie familiale et son respect de l'autorité des adultes. Chaque mot semblait calculé pour blesser. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine les visages de ma famille, voyant leur assentiment à l'évaluation de Patricia. Ces gens connaissaient Tyler depuis sa naissance, l'avaient vu passer d'un bébé babilleur à un garçon brillant et curieux. Comment pouvait-il accepter si facilement cette version déformée de qui il était? C'est n'importe quoi, dis-je, mais ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Tyler n'est rien de tout cela. Patricia a sorti d'autres photos sur son téléphone. Regardez à Thanksgiving. Tyler a refusé d'aider à débarrasser la table quand on lui a demandé. À la fête d'anniversaire de l'oncle Bob, il n'a pas voulu partager immédiatement ses jouets avec ses plus jeunes cousins. À Pâques dernier, il a demandé pourquoi il devait céder sa place à grand-mère alors qu'il y avait d'autres chaises vides. Elle présentait chaque incident comme une preuve dans un procès, et j'ai vu les visages de mes parents devenir de plus en plus convaincus à chaque exemple. Mais je me souvenais de ces moments différemment. À Thanksgiving, Tyler était épuisé après une longue journée et avait déjà aidé à mettre la table. À la fête de l'oncle Bob, il protégeait un jouet spécial que sa mère lui avait donné avant de déménager. À Pâques, il avait simplement demandé pourquoi lui spécifiquement devait bouger alors qu'il y avait d'autres options. Ce sont des réactions normales d'enfants, ai-je protesté. Tu transformes des moments innocents en preuve de problèmes comportementaux. Maman a secoué la tête tristement. Chérie, tu ne vois pas clair. Patricia a documenté ces incidents parce qu'elle se soucie du développement de Tyler. Elle essaie de l'aider à devenir un jeune homme respectueux. Le mot « documenté » m'a donné un frisson. J'ai regardé Patricia, qui observait ma réaction avec une satisfaction non dissimulée. Elle avait monté un dossier contre mon fils, recueillant des preuves pour soutenir son récit selon lequel Tyler était un enfant à problème qui avait besoin de son intervention. Tyler a tiré sur ma chemise, sa voix n'était qu'un murmure. « Papa, on peut rentrer maintenant? Je ne me sens pas bien. » En regardant son visage pâle et ses yeux anxieux, j'ai pris une décision qui allait définir les 6 prochains mois de nos vies. Oui, mon pote, on s'en va. La voix de Patricia nous a suivis alors que je ramassais nos manteaux. S'enfuir ne résoudra pas les problèmes de Tyler, Abraham. Il a besoin de cohérence et de limites, pas d'être constamment sauvé des conséquences. Alors que nous marchions vers la voiture, la petite main de Tyler serrant la mienne très fort, j'ai réalisé que ce matin de Noël avait révélé une vérité que j'avais été trop aveugle pour voir. Ma sœur n'avait pas seulement humilié mon fils avec cette photo, elle avait systématiquement empoisonné l'esprit de ma famille contre Tyler pendant des mois, se positionnant comme son sauveur tout en le dépeignant comme un problème à résoudre. La discussion de groupe familial bourdonnait encore de messages de soutien à l'approche de discipline stricte de Patricia lorsque j'ai finalement éteint mon téléphone. Mais le mal était fait. 20 proches avaient vu cette photo, lu cette légende, et accepté que le rôle de mon fils de 9 ans était de servir la famille. Ce que j'ignorais encore, c'est que la campagne de Patricia contre Tyler allait bien au-delà des querelles familiales. Elle travaillait en coulisses depuis des mois, et le jour de Noël n'était que son tour d'honneur public. Le trajet de retour depuis la maison de maman s'est déroulé dans un silence pesant. Tyler fixait la vitre du passager, son souffle embuant le verre, tandis que nous parcourions les rues enneigées de notre petite ville du Connecticut. Je continuais à regarder son reflet, voyant la façon dont sa mâchoire était serrée, retenant des larmes qu'il était trop fier de verser devant moi. Lorsque nous nous sommes garés dans notre allée, Tyler a finalement parlé. « Papa, pourquoi tante Patricia me déteste-t-elle » La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai coupé le moteur et je me suis tourné pour lui faire face. « Mon pote, Patricia ne te déteste pas. Elle est juste. » J'ai cherché des mots qui ne sembleraient pas être des mensonges. Elle a des opinions bien arrêtées sur la façon dont les enfants devraient se comporter. Mais elle n'oblige pas Emma et Jacques à faire la vaisselle. Ils ont pu jouer aux jeux vidéo tout l'après-midi pendant que je frottais des casseroles. Sa voix se brisa légèrement. Et mamie et papy pensent que je suis méchant maintenant. Je voulais le nier, le rassurer que ses grands-parents l'aimaient inconditionnellement. Mais le souvenir de leur visage dans cette cuisine,
La façon dont ils avaient acquiescé à l'évaluation de Patricia m'a fait bloquer les mots dans la gorge. Cette nuit-là, après que Tyler se soit enfin endormi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait défiler des mois de messages de discussion de groupe familial, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Ce que j'ai trouvé m'a soulevé l'estomac. Le 15 octobre, Patricia avait publié une photo de la fête d'anniversaire de la cousine de Tyler, Emma, avec la légende « Moment d'apprentissage partout ». Certains enfants comprennent la gratitude, d'autres ont besoin de plus de conseils. La photo montrait Tyler assis seul sur un canapé, l'air dépassé par le chaos des enfants qui hurlaient et des jeux de fête. Mais Patricia l'avait présenté comme étant asocial et ingrat. Le 3 novembre, après notre dîner de famille au restaurant préféré de papa, Patricia avait partagé ses observations sur le comportement préoccupant de Tyler. Elle avait rédigé un long message expliquant comment Tyler avait demandé une autre place lorsqu'il avait été assis à côté de son cousin bruyant, encore un bambin, et comment cela démontrait un manque de flexibilité et un égocentrisme. La famille avait répondu avec des émojis inquiets et des messages de soutien concernant les analyses professionnelles de Patricia. Le 20 novembre, Patricia avait documenté le refus de Tyler de participer au match de football drapeau familial, avec des photos de lui assis sur la touche. Mais je me souvenais de cette journée différemment, Tyler s'était tordu la cheville au début du match et soignait une blessure mineure. Patricia avait réussi à transformer son besoin légitime de se reposer en preuve de tendance asociale. Le 10 décembre, le message le plus accablant de tous. Patricia avait écrit sur les tactiques de manipulation émotionnelle de Tyler après qu'il ait pleuré lorsque ses cousins l'avaient exclu de leur club secret. Elle avait analysé ses larmes comme des tentatives calculées pour obtenir la sympathie des adultes et avait recommandé aux membres de la famille de ne pas renforcer ce comportement en le réconfortant. Chaque publication avait recueilli des réponses de soutien des tantes, des oncles et des grands-parents qui faisaient confiance à l'expertise professionnelle de Patricia. Ils l'avaient félicité de surveiller le développement de Tyler et l'avaient remercié d'aider Abraham à voir la situation clairement. J'ai réalisé avec une horreur croissante que Patricia menait une campagne de diffamation contre mon fils depuis des mois, et j'avais été complètement inconscient. Chaque réunion de famille, chaque interaction occasionnelle, chaque erreur d'enfant avait été documentée et recadrée comme preuve des prétendus problèmes comportementaux de Tyler. Mais cela a empiré, beaucoup empiré. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école de Tyler pour vérifier ses progrès scolaires, une chose que je faisais périodiquement depuis le divorce. Son professeur, Madame Patterson, a semblé surprise de m'entendre. « Oh, Monsieur Collins, je suis content que vous appeliez. Je me demandais quand vous voudriez discuter des préoccupations qui ont été portées à mon attention. » Mon sang s'est glacé. Quelles préoccupations? Eh bien, la tante de Tyler m'a contacté il y a quelques semaines. Patricia Thompson. Elle s'est identifiée comme spécialiste du développement de l'enfant et a mentionné quelques problèmes de comportement auxquels vous faisiez face à la maison. Elle voulait coordonner nos approches pour aider Tyler dans ses défis d'adaptation. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Patricia vous a contacté? Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle a mentionné que Tyler avait des difficultés avec les figures d'autorité depuis le divorce, montrant des signes de comportement oppositionnel et de recherche d'attention. Elle a proposé de nous conseiller sur des stratégies pour maintenir des limites cohérentes entre la maison et l'école. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Madame Patterson, je dois être très clair sur quelque chose. Patricia n'est pas autorisée à parler de l'éducation ou du comportement de Tyler. Elle n'a aucune implication dans ses soins au-delà d'être sa tante. Il y a eu une longue pause. Oh, mon Dieu. Monsieur Collins, elle s'est présentée comme travaillant en étroite collaboration avec votre famille sur le plan d'intervention comportementale de Tyler. Elle avait une connaissance détaillée d'incidents spécifiques et semblait très professionnelle. Quel type d'incident, ai-je demandé, bien que je redoutais la réponse. Elle a mentionné la résistance de Tyler aux responsabilités familiales, sa difficulté à accepter la correction et sa tendance à devenir émotif lorsqu'il est confronté à des conséquences appropriées. Elle a dit que vous aviez demandé son soutien professionnel parce que le comportement de Tyler lors des réunions de famille devenait préoccupant. Chaque mot était comme un nouveau clou dans le cercueil de Tyler. Patricia avait réussi à convaincre son professeur que mon fils bien élevé et émotionnellement sain était un enfant à problème qui avait besoin d'une surveillance spéciale. Et elle avait fait tout cela dans mon dos, utilisant ses titres professionnels pour donner du poids à ses mensonges. Madame Patterson, Tyler n'a pas de problème de comportement. Il n'a jamais eu d'ennui à l'école.
Ses notes sont excellentes et il est apprécié par ses pairs. Patricia vous a donné de fausses informations. Un autre silence inconfortable. Monsieur Collins, je dois dire que Tyler a semblé plus renfermé dernièrement. Il a moins participé aux discussions en classe et je l'ai remarqué regarder les autres enfants plutôt que de s'engager directement. Quand j'ai essayé de lui en parler, il dit juste que tout va bien. Les pièces ont commencé à s'assembler. Le calme récent de Tyler, sa réticence à aller aux événements familiaux, la façon dont il se remettait en question dernièrement. Le poison de Patricia n'avait pas seulement affecté la perception que notre famille avait de lui, cela affectait la perception que Tyler avait de lui-même. Cet après-midi-là, j'ai assis Tyler pour la conversation la plus difficile de ma vie. Mon pote, j'ai besoin de te poser quelques questions et je veux que tu me dises la vérité, d'accord? Il a hoché la tête solennellement, ses yeux bruns sérieux fixés sur mon visage. Est-ce que quelqu'un à l'école t'a traité différemment dernièrement? Peut-être en te posant des questions sur ton comportement ou en t'observant de plus près? Le visage de Tyler est devenu rouge. Madame Patterson n'arrête pas de me demander si je me sens bien, et Madame Rodriguez du bureau de la conseillère voulait me parler de l'adaptation au changement. Je leur ai dit que j'allais bien, mais elle continuait de demander. Mon cœur s'est brisé un peu plus à chaque révélation. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de ton comportement lors des réunions de famille? Tante Patricia a dit que je devais travailler à être plus respectueux. Elle a dit que mamie et papy s'inquiétaient pour moi parce que je ne suivais pas bien les instructions. La voix de Tyler est devenue plus petite. Elle a dit que si je ne devenais pas meilleur pour écouter, les gens ne voudraient plus être près de moi. La manipulation était encore plus insidieuse que je ne l'avais réalisé. Patricia n'avait pas seulement documenté le prétendu mauvais comportement de Tyler pour la famille, elle disait directement à Tyler qu'il décevait tout le monde, que ses réactions naturelles d'enfant étaient des défauts de caractère qui le rendaient peu aimable. Tyler, écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas un mauvais enfant. Tu es gentil, intelligent, drôle et généreux. Rien chez toi n'a besoin d'être réparé ou corrigé. Tante Patricia a tort. Mais je pouvais voir le doute dans ses yeux, lorsque des adultes de confiance disent à un enfant qu'il est le problème, ce doute devient un poison difficile à extraire. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui aurait des conséquences que je ne pouvais pas encore imaginer. J'ai appelé Patricia directement, déterminée à l'affronter concernant son ingérence dans la vie de Tyler. Abraham, je suis content que tu aies appelé. Elle a répondu, sa voix chaude et professionnelle. J'espérais que nous pourrions discuter des progrès de Tyler. Progrès? Patricia, qu'est-ce qui te donne le droit de contacter son école dans mon dos? J'essayais d'aider à coordonner son système de soutien. La cohérence est cruciale pour les enfants ayant des défis comportementaux. Tyler n'a pas de défis comportementaux. Tu as fabriqué tout ce récit pour te sentir importante. Sa voix a changé, devenant plus froide. Abraham, le déni ne va pas aider Tyler à surmonter ses problèmes. J'ai documenté de multiples cas de comportements préoccupants, et d'autres membres de la famille ont aussi été témoins de ces schémas. Tu as documenté des réactions normales d'enfants et les as transformées en preuves de problèmes qui n'existent pas. Ai-je? Voyons voir, le refus de Tyler de partager ses jouets de manière appropriée, sa résistance aux responsabilités familiales, sa manipulation émotionnelle lorsqu'il est corrigé, son comportement asocial lors des rassemblements. Ce sont des schémas, Abraham, pas des incidents isolés. La façon dont elle a énuméré sa liste si facilement m'a dit qu'elle s'était préparée pour cette conversation. Chaque accusation avait été soigneusement élaborée et répétée. Tu décris un enfant complètement différent de celui que je connais. Peut-être que c'est ça le problème, dit Patricia, sa voix prenant un ton aigu. Peut-être que tu ne connais pas Tyler aussi bien que tu le penses. Peut-être que ta culpabilité concernant le divorce obscurcit ton jugement sur ses besoins. L'accusation a fait mouche. Chaque parent divorcé porte une culpabilité quant à l'impact sur ses enfants, et Patricia venait d'utiliser la mienne comme une arme contre moi. Cette conversation est terminée, dis-je. Mais Patricia n'avait pas fini. Abraham, fuir les vérités difficiles n'aidera pas Tyler. Il a besoin d'une intervention maintenant, avant que ces schémas ne s'enracinent. Je propose mon aide parce que je me soucie de son avenir. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que Patricia n'essayait pas seulement d'humilier Tyler ou de prouver qu'elle avait raison sur son comportement. Elle se positionnait comme son sauveur, la seule personne qui pouvait réparer le problème qu'elle avait créé.
Et elle utilisait l'amour et l'inquiétude de ma famille pour Tyler pour lui donner de l'autorité sur sa vie. Ce que j'ignorais encore, c'est que la campagne de Patricia était sur le point de s'intensifier de manière spectaculaire. Le jour de Noël n'avait pas été sa fin de partie, cela avait été son coup d'ouverture. La semaine entre Noël et le Nouvel An était typiquement une pause paisible dans notre foyer, mais cette année, elle crépitait de tensions sous-jacentes. Tyler était devenu hyper conscient de son propre comportement, remettant en question chaque action et chaque mot. Je l'ai vu demander la permission d'aller chercher un verre d'eau, s'excuser d'avoir ri trop fort devant un dessin animé et nettoyer soigneusement des dégâts qui n'en étaient même pas. La guerre psychologique de Patricia transformait mon garçon confiant et insouciant en une personne anxieuse cherchant à plaire. Le 30 décembre, mon téléphone a vibré avec un SMS de mon ex-femme, Sarah. On peut parler de Tyler ? Quelque chose ne va pas. Sarah avait déménagé à Portland 6 mois auparavant pour une opportunité d'emploi, et Tyler lui rendait visite tous les 2 week-ends et pendant les vacances scolaires. Malgré notre divorce, nous maintenions une bonne communication sur le bien-être de Tyler. Son inquiétude a fait sonner les alarmes dans ma tête. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe ? Tyler semble différent, Abraham. Plus prudent, comme s'il marchait sur des œufs. Hier, il m'a demandé 3 fois si c'était normal qu'il regarde son film préféré. Quand j'ai dit oui, il m'a demandé si j'étais sûr, si je n'étais pas juste gentille. Ce n'est pas son genre. Sarah avait toujours été intuitive quant à l'état émotionnel de Tyler. Pendant notre mariage, c'était elle qui remarquait quand quelque chose le tracassait à l'école ou avec des amis. Son observation confirmait ce que j'avais vu à la maison. Il y a autre chose, a-t-elle poursuivi. J'ai reçu un appel d'une conseillère d'orientation à l'école de Tyler. Apparemment, il y a des préoccupations concernant son adaptation au divorce et certains problèmes de comportement qui nécessitent une surveillance. Le sang a quitté mon visage. Quel genre de surveillance ? Ils veulent mettre en place un système de suivi comportemental et des enregistrements réguliers avec le psychologue scolaire. La conseillère a dit qu'un membre de la famille, expert en développement de l'enfant, avait contacté l'école avec des recommandations pour soutenir Tyler dans cette transition difficile. Patricia avait étendu sa portée au-delà de notre cercle familial et du professeur de Tyler. Elle influençait maintenant son dossier scolaire permanent, affectant potentiellement son avenir éducatif, avec ses préoccupations fabriquées. Sarah, écoute-moi attentivement. Tyler n'a pas besoin de surveillance comportementale ni d'intervention psychologique. Patricia a systématiquement menti sur le comportement de Tyler à quiconque veut l'entendre. J'ai expliqué l'incident de Noël, les mois de diffamation documentés et le contact non autorisé de Patricia avec l'école de Tyler. Le silence de Sarah s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Abraham, c'est sérieux. Si elle fait de faux signalements concernant la santé mentale de Tyler, cela pourrait le suivre pendant des années. Nous devons mettre un terme à cela immédiatement. Mais lorsque j'ai appelé l'école le lendemain matin, j'ai découvert qu'arrêter l'influence de Patricia ne serait pas aussi simple que d'expliquer la vérité. La conseillère d'orientation, Madame Rodriguez, était compatissante mais prudente. Monsieur Collins, je comprends votre préoccupation concernant le contact non autorisé, mais les informations fournies étaient cohérentes avec certaines observations que notre personnel a faites indépendamment. Quelles observations ? Tyler a été plus renfermé dans les situations sociales, moins susceptible de se porter volontaire en classe, et il semble observer les réactions des autres enfants avant de répondre aux demandes des adultes. Ce pourrait être des signes d'anxiété ou d'incertitude quant au comportement approprié. Je voulais crier que, bien sûr, Tyler était incertain quant au comportement approprié. Lorsque des adultes analysent et critiquent constamment les réactions naturelles d'un enfant, lorsqu'ils documentent des moments normaux de l'enfance comme preuve de défaut de caractère, cet enfant apprend à douter de chaque instinct et impulsion. Madame Rodriguez, les changements de comportement de Tyler sont le résultat direct du fait que des membres de la famille lui disent que ses réponses normales sont problématiques. Il n'est pas à problème, il est confus et blessé. Je comprends que c'est votre perspective, Monsieur Collins, mais nous avons la responsabilité de surveiller les élèves qui pourraient éprouver des difficultés d'adaptation. Le système de suivi comportemental est simplement une mesure de précaution pour s'assurer que Tyler reçoive du soutien si nécessaire. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Patricia avait créé un piège parfait. Ses titres professionnels lui donnaient de la crédibilité auprès des responsables scolaires. Sa documentation fournissait des preuves pour ses affirmations,
et les changements comportementaux de Tyler qui en résultaient semblaient confirmer son évaluation. Quiconque contestait son récit paraîtrait être dans le déni des besoins évidents d'un enfant. Cet après-midi-là, j'ai décidé de creuser davantage dans les antécédents professionnels de Patricia. Si elle utilisait son expertise pour manipuler la situation de Tyler, je devais comprendre exactement quel genre d'experte elle prétendait être. Ce que j'ai découvert m'a soulevé l'estomac. Le profil LinkedIn de Patricia la décrivait comme une consultante indépendante en comportement de l'enfant qui se spécialisait dans les interventions sur les systèmes familiaux pour les enfants ayant des troubles de l'adaptation. Les témoignages de ses clients vantaient sa capacité à identifier des schémas préoccupants que les parents manquaient souvent et son approche compatissante mais ferme de la modification comportementale. Mais lorsque j'ai recoupé son historique d'emploi, j'ai trouvé des lacunes et des incohérences qui ont soulevé des drapeaux rouges. Patricia affirmait avoir travaillé au centre de développement de l'enfant de Riverside pendant 3 ans, mais lorsque je les ai appelés, ils n'avaient aucune trace de son emploi. Sa prétendue certification de l'American Board of Child Psychology menait à un site web qui n'existait pas. Plus je creusais, plus je réalisais que Patricia avait embelli, voire carrément fabriqué, ses titres professionnels. Mais elle l'avait fait assez habilement pour qu'une vérification occasionnelle par des responsables scolaires ou des membres de la famille ne révèle pas la supercherie. Le 2 janvier, Tyler est rentré de sa première journée de retour à l'école avec des larmes aux yeux. « Papa, Madame Rodriguez veut me rencontrer 2 fois par semaine maintenant. Elle dit que c'est pour m'aider avec mes sentiments concernant le divorce. Mais je n'ai pas de mauvais sentiments à propos du divorce, je suis bien avec 2 maisons. » L'innocence dans sa voix m'a brisé le cœur. Tyler s'était en fait remarquablement bien adapté au divorce, maintenant des relations solides avec ses 2 parents et s'adaptant à sa nouvelle routine avec un stress minimal. Mais l'intervention de Patricia créait les problèmes même qu'elle prétendait aborder. De quoi parle Madame Rodriguez lors de ces réunions? Elle me pose des questions sur mon comportement à la maison et lors des réunions de famille. Elle veut savoir si je me fâche quand les adultes me donnent des instructions ou si j'essaie d'éviter les responsabilités. Elle m'a montré des images de visages avec différentes émotions et m'a demandé de pointer du doigt comment je me sentais à propos d'aider aux tâches. Patricia avait apparemment fourni à l'école des questions spécifiques conçues pour susciter des réponses qui soutiendraient son récit. Les réponses honnêtes de Tyler concernant sa préférence pour le jeu plutôt que les corvées, sa préférence naturelle d'enfant pour le plaisir plutôt que le travail, étaient interprétées comme des signes de comportement oppositionnel. Aujourd'hui, elle a demandé si je pensais que les règles chez mamie étaient justes. J'ai dit que parfois j'aimerais ne pas avoir à faire la vaisselle pendant que mes cousins jouent, et elle l'a écrit dans son cahier spécial. Chaque session avec Madame Rodriguez créait plus de documentation pour le dossier de Patricia contre Tyler. Ses sentiments normaux d'enfant étaient pathologisés et enregistrés comme preuve de dysfonctionnement comportemental. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui ferait monter le conflit au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai convoqué une réunion avec mes parents, déterminés à leur présenter des preuves de la tromperie et de la manipulation de Patricia. Maman et papa sont arrivés chez moi le 3 janvier avec des expressions de détermination inquiètes. Ils avaient visiblement discuté de ma demande de réunion et décidé de présenter un front uni en faveur de l'approche de Patricia. « Fils, nous savons que tu as du mal avec cette situation, » a commencé papa, se calant dans le rythme familier de l'intervention familiale. Mais Patricia sait vraiment de quoi elle parle. Elle a aidé d'autres familles à travers des défis similaires. J'ai exposé mes preuves méthodiquement, le contact non autorisé de Patricia avec l'école de Tyler, ses titres professionnels embellis, les mois de documentation systématique conçus pour soutenir un récit prédéterminé sur le comportement de Tyler, la façon dont la confiance naturelle de Tyler s'était érodée sous une surveillance et une critique constante. Maman a écouté avec une gêne croissante, jetant occasionnellement un regard à papa pour se rassurer. Abraham, chéri, peut-être que Patricia s'est montrée un peu trop zélée, mais son cœur est à la bonne place. Elle est sincèrement préoccupée par le développement de Tyler. Maman, elle a menti sur le comportement de Tyler et a fabriqué son expertise pour soutenir ses mensonges. Ce n'est pas une préoccupation zélée, c'est une manipulation psychologique systématique d'un enfant de 9 ans. Le visage de papa s'est durci d'une loyauté obstinée envers sa fille aînée. Patricia ne nous a jamais menti sur quoi que ce soit d'important. Si elle dit que Tyler a besoin de conseils, alors Tyler a besoin de conseils. Tu es trop proche de la situation pour la voir clairement. La conversation s'est poursuivie en cercle douloureux pendant plus d'1 heure. Chaque preuve que je présentais était réinterprétée ou rejetée. Les mensonges de Patricia sont devenus des malentendus.
Sa manipulation est devenue une préoccupation professionnelle. La détresse de Tyler est devenue des douleurs de croissance nécessaires. Alors que mes parents se préparaient à partir, papa a livré ce qui ressemblait à un ultimatum. Abraham, nous t'aimons, toi et Tyler, plus que tout, mais si tu continues de combattre les efforts de Patricia pour aider, tu vas nous forcer à choisir notre camp, et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder Tyler souffrir parce que tu es trop fier pour accepter de l'aide. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon vide et j'ai réalisé que Patricia avait réussi quelque chose que je n'aurais pas cru possible. Elle avait convaincu mes parents que protéger Tyler de son influence lui était en fait nuisible. Elle s'était positionnée comme son avocate et moi comme l'obstacle à son bien-être. Mais la pire révélation était encore à venir. Le lendemain matin, j'ai découvert que la manipulation de Patricia s'étendait bien au-delà des querelles familiales et des interventions scolaires. Elle montait un dossier pour quelque chose de beaucoup plus grave, quelque chose qui pouvait détruire ma famille pour toujours. Le 5 janvier a apporté un appel téléphonique qui a tout changé. J'étais en train de préparer le petit déjeuner de Tyler lorsqu'un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. La voix de la femme était nette et professionnelle, avec une nuance qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. Monsieur Collins, ici Amanda Walsh des services de protection de l'enfance. Je dois fixer un rendez-vous à domicile pour discuter de certaines préoccupations qui nous ont été signalées concernant votre fils, Tyler. Mes genoux ont failli flancher. J'ai agrippé le comptoir de la cuisine, regardant Tyler verser du sirop sur ses crêpes, inconscient du fait que notre monde était sur le point d'imploser. Je suis désolé, quelle préoccupation ? Nous avons reçu des signalements concernant une négligence potentielle et des stratégies de gestion comportementale inappropriées. Je ne peux pas discuter des détails par téléphone, mais je dois effectuer une évaluation à domicile dans les 72 prochaines heures. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Qui a fait ces signalements ? Je ne peux pas révéler l'identité des rapporteurs, Monsieur Collins, mais je peux vous dire que de multiples sources ont exprimé leur inquiétude concernant le bien-être de Tyler. Veuillez comprendre qu'il s'agit d'une enquête de routine, mais votre coopération est obligatoire. Après avoir fixé le rendez-vous pour le 8 janvier, je me suis assis en face de Tyler à notre table de petit déjeuner et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un avait convaincu les services de protection de l'enfance que j'étais un père inapte. Compte tenu de tout ce qui s'était passé au cours des dernières semaines, il n'y avait qu'une seule personne avec à la fois la motivation et les preuves fabriquées pour faire un tel signalement. Patricia était passée à l'arme nucléaire. Cet après-midi-là, pendant que Tyler était à l'école, j'ai appelé tous les membres de la famille auxquels je pouvais penser, désespéré de comprendre qui d'autres avaient pu être convaincus de soutenir la campagne de Patricia. Les conversations étaient étrangement similaires. Tout le monde avait entendu parler des problèmes de comportement de Tyler. Tout le monde croyait à l'évaluation professionnelle de Patricia. Tout le monde pensait que j'étais dans le déni des besoins de mon fils. Mais c'est ma conversation avec oncle Frank qui a révélé la véritable portée de la manipulation de Patricia. Abraham, je déteste dire ça, mais Patricia nous a montré des photos de Noël qui nous ont vraiment ouvert les yeux. Ce garçon avait l'air misérable en faisant cette vaisselle, et quand tu es arrivé pour le sauver, eh bien, ça semblait que tu encourageais sa résistance aux responsabilités. Oncle Frank, Tyler avait l'air misérable parce qu'il était humilié publiquement et forcé de travailler pendant que ses cousins jouaient. Ce n'est pas comme ça que Patricia l'a expliqué. Elle a dit que Tyler s'était porté volontaire pour aider au nettoyage, mais qu'il avait ensuite commencé à pleurer quand il a réalisé que le travail était plus difficile qu'il ne s'y attendait. Elle a dit que ta réaction lui avait appris que pleurer lui permettait d'échapper à ses responsabilités. Les mensonges étaient si élaborés, si soigneusement construits qu'ils créaient une réalité alternative où l'humiliation de Tyler devenait la preuve de ma mauvaise parentalité. Patricia avait réécrit l'histoire pour soutenir son récit, et ma famille avait accepté sa version sans poser de questions. Elle a aussi mentionné que Tyler avait des problèmes à l'école, a continué oncle Frank, des problèmes de comportement qui nécessitent une intervention professionnelle. Elle a dit que l'école l'avait contactée parce qu'il savait qu'elle avait une expertise en développement de l'enfant. Chaque révélation rendait la situation plus désespérée. Patricia avait convaincu ma famille qu'elle était l'avocate de Tyler, que son intervention était nécessaire et professionnelle, et que ma résistance était en fait nuisible au développement de Tyler. Mais le coup le plus dévastateur est venu ce soir-là, lorsque Patricia elle-même m'a appelé. Abraham, j'ai entendu dire que les services de protection de l'enfance t'avaient contacté aujourd'hui. Je veux que tu saches que j'ai essayé de gérer cela au sein de la famille,
mais les besoins de Tyler ont dépassé ce qu'un soutien informel peut résoudre. La façon désinvolte dont elle a admis son implication a brouillé ma vision de rage. Tu as appelé les services de protection de l'enfance contre moi? Ton propre frère? Je les ai appelés pour Tyler. Il ne s'agit pas de toi, Abraham. Il s'agit d'un enfant qui a besoin d'une intervention que tu refuses de fournir. La conseillère scolaire et moi-même avons convenu que les besoins comportementaux et émotionnels de Tyler nécessitent une évaluation et un soutien formel. Elle parlait avec la calme certitude de quelqu'un qui croyait sincèrement qu'elle sauvait un enfant d'une parentalité négligente. Le pire était que je pouvais entendre la sincérité dans sa voix. Patricia s'était convaincue que ses mensonges étaient la vérité, que la détresse de Tyler était la preuve de problème, plutôt que la preuve de sa manipulation. Patricia, tu as détruit la confiance de Tyler, empoisonné notre famille contre lui, interféré avec son éducation, et maintenant tu essaies de me le faire retirer. Comment tout cela l'aide-t-il? Abraham, écoute-toi. Tu es plus préoccupé par ta propre réputation que par le bien-être de Tyler. Un parent responsable accueillerait favorablement une évaluation professionnelle si elle pouvait aider son enfant. La conversation s'est poursuivie pendant 20 minutes, Patricia expliquant calmement comment chaque action qu'elle avait entreprise était motivée par l'amour et une préoccupation professionnelle pour le développement de Tyler. Elle avait recadré son abus systématique comme une intervention, ses mensonges comme une évaluation professionnelle, et sa campagne pour détruire notre famille comme une protection nécessaire pour un enfant à problème. Lorsque Tyler est rentré de l'école ce jour-là, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Papa, tu as l'air effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis agenouillé à son niveau, essayant de trouver comment expliquer que la haine de sa tante s'était transformée en une menace pour l'existence de notre famille. « Tyler, certaines personnes sont confuses quant à savoir si je prends bien soin de toi. Demain, une gentille dame va venir visiter notre maison et nous poser quelques questions pour s'assurer que tu es heureux et en bonne santé. » Ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Est-ce qu'ils vont me prendre et m'éloigner de toi ?» La terreur dans sa voix a serré ma poitrine de chagrin et de rage. « Personne ne va te prendre, mon pote. Nous allons répondre honnêtement à ces questions, et elle verra que tu es en sécurité, aimé et bien soigné. » Mais même en prononçant ces mots, je savais que la situation était plus précaire que je ne voulais que Tyler le comprenne. Patricia avait créé des mois de documentation soutenant ses affirmations. Elle avait une crédibilité professionnelle auprès des responsables scolaires. Elle avait des membres de la famille qui témoigneraient des prétendus problèmes de comportement de Tyler, et elle avait les propres changements comportementaux de Tyler, causés par sa manipulation, comme preuve que quelque chose n'allait pas dans son environnement. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant le plafond, essayant de trouver comment combattre un adversaire qui avait systématiquement détruit ma crédibilité tout en se positionnant comme le sauveur de Tyler. Patricia avait joué un jeu de longue haleine, construisant son dossier méthodiquement, tandis que je restais inconscient de la menace qu'elle représentait. Le lendemain matin a apporté une autre révélation dévastatrice. J'aidais Tyler à se préparer pour l'école quand il a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. « Papa, tante Patricia a dit que si la dame me pose des questions demain, je devrais dire la vérité sur le fait que je me sens triste et confus dernièrement. Elle a dit que c'était important d'être honnête sur mes sentiments, même si ça pouvait blesser les sentiments des gens. » Patricia avait préparé Tyler pour l'entretien avec les services de protection de l'enfance, l'amenant à fournir des réponses qui soutiendraient son récit. Elle l'avait convaincu que sa tristesse et sa confusion récente qu'elle avait causées par des mois de manipulation psychologique étaient des sentiments qu'il devait partager avec l'enquêtrice. « Tyler, quand la dame te posera des questions, tu devras absolument dire la vérité sur tes sentiments. Mais souviens-toi que tu te sentais heureux et confiant avant Noël, n'est-ce pas? Tu n'as commencé à te sentir triste et confus qu'après que des membres de la famille aient commencé à te dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ton comportement. » Mais je pouvais voir l'incertitude dans les yeux de Tyler. Lorsque des adultes passent des mois à dire à un enfant que ses réactions naturelles sont problématiques, cet enfant commence à douter de ses propres perceptions et souvenirs. Tyler n'était sincèrement plus sûr si sa détresse actuelle était un signe de problème dans son environnement ou de problème en lui-même. Alors que je déposais Tyler à l'école ce matin-là, j'ai réalisé que Patricia avait accompli quelque chose de vraiment diabolique. Elle avait créé le problème même qu'elle prétendait résoudre, puis s'était positionnée comme la solution à ses problèmes. L'anxiété et le doute de soi de Tyler, qui étaient des résultats directs de sa manipulation, semblaient maintenant être la preuve qu'il avait besoin de son intervention. L'enquête des services de protection de l'enfance était prévue pour le lendemain,
et j'avais moins de 24 heures pour trouver comment me défendre contre un adversaire qui avait passé des mois à monter son dossier tout en détruisant le mien. Ce que j'ignorais encore, c'est que Patricia avait commis une erreur cruciale dans sa campagne contre Tyler et moi. Confiante dans sa victoire, elle était sur le point d'aller trop loin d'une manière qui exposerait la vraie nature de ses motivations. Le matin du 8 janvier est arrivé, gris et froid, correspondant à mon état émotionnel alors que je me préparais pour la conversation la plus importante de ma vie. Amanda Walsh des services de protection de l'enfance devait arriver à 10 heures, et j'avais passé la nuit précédente à organiser la documentation sur le succès scolaire de Tyler, les dossiers médicaux montrant sa bonne santé et les références de caractère des professeurs et des voisins. Mais je savais que mes preuves pâliraient en comparaison des mois de documentation systématique et de la crédibilité professionnelle de Patricia. J'avais besoin de quelque chose de plus puissant que des explications défensives, je devais passer à l'offensive. À 9h30, alors que Tyler était en sécurité à l'école, j'ai pris une décision qui semblait désespérée, mais nécessaire. J'ai appelé le centre de développement de l'enfant de Riverside, l'établissement où Patricia prétendait avoir travaillé pendant 3 ans. J'appelle pour vérifier l'emploi de Patricia Thompson, qui dit avoir travaillé ici de 2018 à 2021, ai-je dit à la représentante des ressources humaines. Je suis désolé, mais nous n'avons aucune trace de quelqu'un de ce nom dans notre base de données d'emploi. Êtes-vous sûr d'avoir le bon établissement? La confirmation des titres fabriqués de Patricia m'a donné la première pièce de munition dont j'avais besoin. Mais ce n'était pas suffisant pour faire dérailler une enquête des services de protection de l'enfance basée sur de multiples signalements et des préoccupations comportementales documentées. Amanda Walsh est arrivée pile à l'heure, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils et un comportement professionnel qui m'a immédiatement mis à l'aise. Elle a expliqué clairement le processus d'enquête et a commencé son évaluation par des questions sur la routine de Tyler, sa santé et son bien-être général. Monsieur Collins, je veux que vous sachiez que ces signalements proviennent de multiples sources qui ont exprimé une préoccupation sincère concernant l'état émotionnel et le développement comportemental de Tyler. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui pourrait causer ces préoccupations? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai exposé toute l'histoire, la campagne de diffamation de Patricia pendant des mois, son contact non autorisé avec l'école de Tyler, ses titres professionnels fabriqués, la manipulation systématique qui avait transformé mon fils confiant en un enfant anxieux et doutant de lui-même. Amanda a écouté sans interruption, prenant des notes détaillées et posant occasionnellement des questions de clarification. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Monsieur Collins, ce sont des allégations sérieuses. Si elles sont exactes, elles suggèrent que les signalements que nous avons reçus pourraient faire partie d'une campagne de harcèlement ciblé plutôt que de préoccupations légitimes concernant un enfant. Comment puis-je vous le prouver? J'aurai besoin de mener ma propre évaluation indépendante du bien-être de Tyler et de l'interviewer sans qu'il soit préparé par des membres de la famille. Je devrai également vérifier les affirmations concernant les titres fabriqués et le contact scolaire non autorisé. Lorsque Tyler est rentré de l'école cet après-midi-là, Amanda a mené son entretien avec lui dans notre salon, tandis que j'attendais anxieusement dans la cuisine. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir les expressions animées de Tyler alors qu'il parlait de ses amis, de ses matières préférées et de ses passe-temps. Pour la première fois depuis des semaines, il ressemblait à son ancien lui, à l'aise et confiant dans son propre environnement familial. Après 1 heure, Amanda m'a rappelé dans la pièce. « Tyler, peux-tu dire à ton père ce que tu m'as dit à propos de te sentir triste dernièrement ?» Tyler a regardé entre nous, son jeune visage sérieux de concentration. J'ai dit à Madame Walsh que j'avais commencé à me sentir mal après Noël parce que tante Patricia avait dit que j'étais irrespectueux et que je devais apprendre un meilleur comportement. Mais je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal parce que j'essayais d'être sage. Amanda s'est tournée vers moi. Monsieur Collins, d'après mon évaluation, Tyler semble être un enfant bien adapté qui éprouve de l'anxiété due à des pressions et des critiques externes. Ses réponses à mes questions étaient appropriées à son âge, et émotionnellement saines et cohérentes avec un enfant qui se sent en sécurité dans son environnement familial. Le soulagement était accablant, mais Amanda n'avait pas fini. Cependant, je dois donner suite à ces signalements de manière approfondie. Je vais contacter l'école de Tyler directement pour vérifier les affirmations concernant les préoccupations comportementales et la consultation professionnelle non autorisée. Je vais également vérifier les titres de la personne qui a fait ces signalements. Au cours des 3 jours suivants, Amanda a mené une enquête approfondie qui a progressivement révélé l'étendue de la tromperie de Patricia. L'enseignante de Tyler a confirmé que son comportement n'avait jamais été problématique jusqu'à ce que l'intervention de Patricia crée des préoccupations artificielles.
Le directeur de l'école a admis qu'il n'avait jamais réellement vérifié les titres de Patricia avant de mettre en œuvre ses recommandations. Le plus dommageable pour le dossier de Patricia, Amanda a découvert que la prétendue certification professionnelle que Patricia revendiquait n'existait pas, et l'organisation qui l'aurait accordée n'avait aucune trace de son adhésion. Le 11 janvier, Amanda m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Monsieur Collins, je clôture l'enquête sans aucune conclusion de négligence ou d'abus. D'après mon évaluation, Tyler s'épanouit sous votre garde, et les signalements que nous avons reçus semblent être non fondés. Cependant, je suis tenu de documenter que ce cas impliquait de faux signalements, ce qui est une affaire sérieuse. Qu'est-ce que cela signifie pour Patricia? Faire de faux signalements au service de protection de l'enfance est une infraction criminelle. Les preuves suggèrent que ces signalements ont été faits de mauvaise foi, possiblement dans le cadre d'une vengeance personnelle plutôt que de préoccupations légitimes pour le bien-être de l'enfant. Je vais référer ce cas aux forces de l'ordre pour d'éventuelles poursuites. Mais même en célébrant cette victoire, je savais que Patricia n'avait pas fini. Ce soir-là, elle m'a appelé avec un désespoir que je n'avais jamais entendu dans sa voix auparavant. Abraham, nous devons parler. L'enquête des services de protection de l'enfance a dégénéré, et je pense qu'il y a eu un malentendu sur mon implication. Il n'y a pas de malentendu, Patricia. Tu as déposé de faux signalements pour tenter de me faire retirer Tyler de ma garde. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais sincèrement préoccupé par le bien-être de Tyler, et j'ai peut-être utilisé des informations dépassées sur mes antécédents professionnels. Mais tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour pour Tyler. La conversation a révélé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Patricia semblait sincèrement croire à ses propres mensonges. Elle s'était tellement convaincue que Tyler avait besoin de son intervention qu'elle ne pouvait pas voir la manipulation et l'abus qu'elle avait infligé à un enfant de 9 ans. Patricia, ton amour pour Tyler l'a traumatisé et a failli détruire notre famille. Tu as besoin d'aide professionnelle pour comprendre pourquoi tu pensais que tout cela était acceptable. Je n'ai pas besoin d'aide, Abraham. J'ai besoin que ma famille fasse confiance à mon expertise et soutienne mes efforts pour aider Tyler à atteindre son potentiel. Même face à l'effondrement de toute sa campagne, Patricia maintenait son illusion qu'elle était l'avocate de Tyler, plutôt que son agresseur. C'était un niveau d'aveuglement qui m'a fait réaliser qu'elle pourrait être véritablement instable, plutôt que simplement manipulatrice. Mais le lendemain a apporté une nouvelle qui m'a donné l'espoir d'arrêter enfin la campagne de Patricia contre Tyler. Amanda Walsh a appelé pour m'informer que les forces de l'ordre prenaient l'affaire au sérieux, et que Patricia ferait face à des accusations pour avoir déposé de faux signalements au service de protection de l'enfance. Monsieur Collins, le détective Ryan Martinez vous contactera bientôt pour obtenir votre déclaration. Le bureau du procureur estime qu'ils ont un dossier solide basé sur la preuve de faux signalements systématiques et de titres fabriqués. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que l'option nucléaire de Patricia s'était spectaculairement retournée contre elle. Sa tentative d'utiliser les services de protection de l'enfance comme une arme contre Tyler et moi avait exposé sa tromperie aux forces de l'ordre et créé une affaire pénale qui allait enfin la tenir responsable de mois d'abus psychologiques. Mais je savais aussi que les prédateurs acculés sont souvent les plus dangereux lorsque leurs victimes commencent à riposter. Le prochain mouvement de Patricia déterminerait si ce cauchemar prenait enfin fin ou s'il était sur le point de s'intensifier au-delà de tout ce que nous avions connu jusqu'à présent. Le détective Ryan Martinez était un homme compact avec des cheveux grisonnants et des yeux qui ne laissaient rien passer. Lorsqu'il est arrivé chez moi le 13 janvier pour prendre ma déclaration, il a apporté avec lui un dossier épais de preuves qu'Amanda Walsh avait compilé pendant son enquête. Monsieur Collins, j'ai déjà vu des cas de faux signalements, mais celui-ci est particulièrement dérangeant en raison de la nature systématique de la tromperie et de l'implication d'un enfant. Pouvez-vous me guider à travers la chronologie des événements? Pendant les 2 heures suivantes, j'ai exposé chaque détail de la campagne de Patricia contre Tyler, de l'humiliation initiale dans la discussion de groupe familial, aux titres professionnels fabriqués et aux faux signalements au service de protection de l'enfance. Le détective Martinez a pris des notes détaillées et a posé des questions pointues qui ont révélé qu'il comprenait la manipulation psychologique impliquée. Monsieur Collins, nous avons déjà vérifié que les certifications professionnelles revendiquées par Madame Thompson sont frauduleuses. Nous avons également confirmé avec l'école de Tyler qu'elle a dénaturé son autorité pour faire des recommandations éducatives. Mais j'ai besoin de comprendre sa motivation pour cibler votre fil spécifiquement. J'ai expliqué le ressentiment d'enfance de Patricia, sa jalousie concernant le favoritisme perçu et sa conviction apparente qu'elle était qualifiée pour réparer les prétendus problèmes de comportement de Tyler. Mais en parlant,
j'ai réalisé que la portée complète de sa motivation était plus sombre que je ne l'avais compris. Détective Martinez, je pense que Patricia voyait Tyler comme un moyen de prouver son expertise parentale supérieure à notre famille. Elle avait besoin qu'il soit un enfant à problème afin de pouvoir se positionner comme son sauveur. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a escaladé en essayant de me le faire retirer afin d'avoir un contrôle total sur son éducation. Le détective Martinez a hoché la tête sombrement. Nous avons vu des schémas similaires dans des cas impliquant des individus ayant des tendances narcissiques qui se fixent sur les enfants comme des objets à contrôler plutôt que comme des personnes à protéger. Cet après-midi-là, le détective Martinez a interviewé Tyler en présence d'un psychologue pour enfants pour s'assurer que l'interrogatoire était approprié à son âge et non traumatisant. Les réponses claires et honnêtes de Tyler concernant la manipulation de Patricia et son anxiété résultante ont fourni des preuves supplémentaires pour le dossier criminel. Mais la percée est survenue 2 jours plus tard, lorsque le détective Martinez a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Monsieur Collins, nous avons exécuté un mandat de perquisition pour les appareils électroniques de Madame Thompson et avons découvert des preuves très troublantes. Elle a documenté sa campagne contre Tyler en détail, y compris des enregistrements de conversations où elle admet avoir fabriqué des incidents comportementaux. Mes mains tremblaient tandis que le détective Martinez expliquait ce qu'ils avaient trouvé. Patricia avait conservé des enregistrements audio de ses appels téléphoniques avec des membres de la famille, des responsables scolaires et même moi. Dans son arrogance, elle avait documenté son propre comportement criminel, croyant apparemment que ces enregistrements prouveraient son expertise professionnelle et le besoin d'intervention de Tyler. Au lieu de cela, les enregistrements ont révélé sa tromperie et sa manipulation systématique. Dans une conversation avec ma mère, Patricia a admis avoir exagéré les réactions de Tyler pour créer des exemples plus clairs de comportements problématiques. Dans un autre appel avec la conseillère scolaire de Tyler, elle a reconnu que certains de ses titres professionnels étaient en attente de vérification, tout en se présentant comme une experte pleinement qualifiée. Le plus dommageable de tout, Patricia s'était enregistrée en train de préparer Tyler avant les réunions de famille, lui donnant des instructions sur la façon de répondre aux demandes des adultes d'une manière qui paraîtrait provocante ou inappropriée. Elle lui avait littéralement enseigné des comportements qu'elle pouvait ensuite documenter comme preuve de ses prétendus problèmes. Ces enregistrements, Monsieur Collins, fournissent une preuve claire d'abus psychologiques sur enfants, de fraude et de dépôt de faux signalements. Le bureau du procureur prépare des accusations qui pourraient entraîner une peine de prison importante. Mais la chute de Patricia s'est accélérée au-delà de l'enquête criminelle. La nouvelle de ces titres frauduleux s'est répandue rapidement dans notre petite communauté, détruisant sa réputation d'experte en développement de l'enfant. Les familles qui l'avaient payé pour des consultations ont exigé des remboursements et ont menacé leur propre poursuite judiciaire. Le revirement le plus satisfaisant est venu de l'intérieur de notre propre famille. Lorsque le détective Martinez a interrogé mes parents sur la campagne de Patricia, ils ont été forcés de faire face à des enregistrements où elle admettait avoir fabriqué des preuves contre Tyler. Maman m'a appelé en pleurs, après avoir entendu la voix de Patricia discutant calmement de la façon de fabriquer des exemples plus convaincants de la défiance de Tyler. Abraham, chérie, je suis tellement désolé. Nous faisions confiance à Patricia parce que c'est notre fille, et parce qu'elle semblait si professionnelle et compétente. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle puisse mentir de manière aussi convaincante sur Tyler. Les excuses de papa ont été plus difficiles pour lui, mais tout aussi sincères. Fils, j'ai échoué en tant que grand-père de Tyler. J'ai laissé Patricia me convaincre que son comportement normal d'enfant était problématique, et j'ai soutenu sa campagne contre un petit garçon innocent. Je ne sais pas comment réparer ça. La discussion de groupe familial qui avait autrefois célébré l'humiliation de Noël de Tyler est devenue un flot d'excuses et d'expressions de soutien. Les proches qui avaient loué l'approche de discipline stricte de Patricia étaient horrifiés d'apprendre qu'ils avaient été manipulés pour participer à l'abus psychologique d'un enfant de 9 ans. Mais le revirement le plus spectaculaire est venu du propre mari de Patricia, Marcus. Le détective Martinez l'a interrogé dans le cadre de l'enquête, et Marcus a révélé qu'il était de plus en plus mal à l'aise avec l'obsession de Patricia pour Tyler au cours des derniers mois. Elle parlait de Tyler constamment, a dit Marcus au détective Martinez. Elle analysait chaque interaction qu'ils avaient, cherchant des signes de manque de respect ou de défiance. Quand je suggérais que Tyler était peut-être juste un enfant normal, elle me faisait la leçon sur l'encouragement de schémas comportementaux. Marcus a demandé le divorce 3 jours après l'arrestation de Patricia, demandant la garde complète de leur fille jumelle et une ordonnance restrictive pour empêcher Patricia d'avoir un contact sans surveillance avec des enfants.
Son témoignage sur l'obsession croissante de Patricia à contrôler Tyler a fourni des preuves supplémentaires pour le dossier de l'accusation. Les accusations criminelles contre Patricia ont été déposées le 20 janvier, 3 chefs d'accusation de dépôt de faux signalements au service de protection de l'enfance, de fraude liée à la fausse représentation de titres professionnels et d'abus psychologiques sur enfants. La procureure, une femme nommée Claire Stevens, spécialisée dans les crimes contre les enfants, m'a expliqué que la campagne systématique de Patricia représentait l'un des cas d'abus psychologiques les plus élaborés qu'elle ait jamais poursuivis. Monsieur Collins, votre belle-sœur n'a pas seulement menti sur le comportement de Tyler. Elle s'est engagée dans une campagne soutenue de guerre psychologique contre un enfant, utilisant des techniques de manipulation conçues pour détruire sa confiance et son estime de soi. Les enregistrements que nous avons récupérés montrent un niveau de préméditation et de malice qui va bien au-delà du dysfonctionnement familial. Mais même face à de graves accusations criminelles, Patricia a continué de maintenir son innocence et son autorité professionnelle. Selon le détective Martinez, elle a insisté lors de son entretien d'arrestation que Tyler avait sincèrement besoin d'une intervention et que ses méthodes, bien que peut-être trop zélées, étaient motivées par des préoccupations professionnelles légitimes. Elle semble sincèrement incapable de reconnaître qu'elle abusait de Tyler plutôt que de l'aider, a expliqué le détective Martinez. Dans son esprit, elle est la victime d'une famille qui refuse d'accepter son expertise. L'illusion de Patricia s'est étendue à sa stratégie de défense légale. Son avocat a tenté de faire valoir qu'elle était une professionnelle concernée qui avait commis quelques erreurs de procédure mais n'avait jamais eu l'intention de nuire à Tyler. La stratégie s'est effondrée lorsque l'accusation a diffusé des enregistrements de Patricia admettant avoir fabriqué des preuves et préparé Tyler à manifester des comportements problématiques. Alors que la date du procès de Patricia approchait, je me suis concentré sur l'aide à la guérison de Tyler après des mois de manipulation psychologique. Avec la vérité enfin exposée, la confiance naturelle de Tyler a commencé à revenir progressivement. Il a cessé de s'excuser pour des comportements normaux d'enfant, a commencé à exprimer ses opinions sans crainte de critique et a recommencé à attendre avec impatience les réunions de famille. Mais le moment le plus significatif est venu lorsque Tyler m'a posé une question qui montrait à quel point il avait grandi à travers cette épreuve. « Papa, pourquoi tante Patricia voulait-elle que tout le monde pense que j'étais méchant? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me déteste ?» J'ai expliqué que les actions de Patricia n'avaient rien à voir avec le comportement de Tyler et tout à voir avec ses propres problèmes psychologiques. Certains adultes ont du mal à accepter que les enfants apprennent et grandissent, Tyler. Tante Patricia voulait contrôler la façon dont tu te développais au lieu de te laisser être toi-même. Tyler a réfléchi à cela pendant un long moment. Alors, quand les adultes disent que les enfants sont méchants, c'est parfois les adultes qui ont des problèmes. Parfois, mon pote. C'est pourquoi il est important de faire confiance à tes propres sentiments et de te souvenir que tu es une bonne personne, même lorsque d'autres personnes essaient de te faire douter de toi-même. Le procès de Patricia était prévu pour le 15 mars, mais les preuves contre elle étaient si accablantes que son avocat a commencé à pousser pour un plaidoyer de culpabilité. Les enregistrements, les titres fabriqués, les faux signalements au service de protection de l'enfance et le témoignage de multiples témoins avaient créé un dossier en béton qui garantissait pratiquement la condamnation. Mais alors que l'hiver fondait dans le printemps, j'ai réalisé que la défaite de Patricia au tribunal ne serait qu'une partie du processus de guérison de Tyler. La vraie victoire viendrait lorsque mon fils comprendrait pleinement qu'il était aimé, valorisé et protégé par des gens qui voyaient sa véritable valeur plutôt que des défauts fabriqués. Le matin du 25 juin a apporté un soleil chaud, filtrant à travers nos fenêtres de cuisine, alors que Tyler m'aidait à préparer le petit déjeuner pour ses cousins, Emma et Jacques, qui étaient en visite pour la semaine. Mais cette fois, le travail de Tyler en cuisine était volontaire, joyeux et partagé équitablement avec ses cousins. Le contraste avec le matin de Noël, 6 mois plus tôt, n'aurait pas pu être plus dramatique. Le procès de Patricia s'était conclu 3 semaines plus tôt par sa condamnation pour toutes les charges. Elle a reçu 2 ans de prison pour les faux signalements au service de protection de l'enfance et la fraude, plus 3 ans de probation surveillée qui lui interdisait de travailler avec des enfants. Les commentaires du juge lors de la sentence résonnaient encore dans mon esprit. Madame Thompson s'est engagée dans une campagne calculée d'abus psychologiques contre un enfant, utilisant des titres professionnels fabriqués pour donner du poids à sa manipulation. Les dommages qu'elle a infligés à Tyler Collins et à sa famille représentent une profonde trahison de confiance et d'éthique professionnelle. Mais la punition légale de Patricia n'était qu'une partie de sa chute complète. Sa réputation dans notre communauté avait été détruite si complètement qu'elle était devenue un récit édifiant sur les dangers des faux signalements et de l'abus psychologique sur enfants.
Les familles qu'elle avait précédemment consultées avaient toutes exigé des remboursements et menacé leur propre poursuite judiciaire pour services frauduleux. Marcus avait obtenu la garde complète de leurs jumelles et Patricia était limitée à des visites surveillées uniquement. Ses propres enfants, qui avaient été témoins de sa manipulation de Tyler, recevaient une thérapie pour traiter le comportement de leur mère et apprendre des schémas relationnels plus sains. Le revirement le plus satisfaisant était survenu au sein de notre famille élargie. Les proches qui avaient autrefois loué l'expertise de Patricia et soutenu sa campagne contre Tyler faisaient maintenant tout leur possible pour le couvrir d'affection et de validation. Oncle Frank, qui avait cru aux mensonges de Patricia sur les problèmes de comportement de Tyler, mettait maintenant un point d'honneur à louer la serviabilité et les bonnes manières de Tyler à chaque réunion de famille. « Tyler, tu es un jeune homme si prévenant », lui avait dit tante Dorothy lors du dîner du Memorial Day. « Je suis tellement désolé que nous n'ayons pas vu à quel point tu étais spécial lorsque Patricia nous confondait avec ses mensonges. » Mais la transformation la plus significative s'était produite chez Tyler lui-même. L'enfant anxieux et doutant de lui-même du matin de Noël avait été remplacé par un enfant de 10 ans confiant, éloquent, qui comprenait sa propre valeur et faisait confiance à ses propres perceptions. Tyler avait appris une leçon qui lui servirait bien tout au long de sa vie. Parfois, les adultes ont tort, et parfois, défendre la vérité exige un courage incroyable. « Papa, tu te souviens quand tante Patricia a essayé de faire croire à tout le monde que j'étais méchant ?» demanda Tyler alors que nous brouillions des œufs ensemble. « Je suis content que tu m'aies cru au lieu d'elle. » Tyler, le travail d'un parent est de protéger ses enfants des gens qui veulent leur faire du mal, même lorsque ces personnes font partie de la famille. J'aurais dû reconnaître ce que Patricia faisait plus tôt. Mais tu as fini par le comprendre, et tu l'as arrêté. C'est ce qui compte. La résilience et la sagesse de Tyler m'étonnaient continuellement. Malgré des mois de manipulation psychologique, il était sorti de cette expérience avec un sens plus fort de lui-même et une compréhension plus claire des relations saines par rapport aux relations malsaines. La préparation du petit déjeuner fut interrompue par un appel téléphonique du détective Martinez, qui était devenu un ami de la famille pendant l'enquête et la poursuite du cas de Patricia. « Abraham, je voulais te donner une mise à jour sur le fonds de restitution aux victimes. Patricia est tenue de payer les frais de thérapie de Tyler et toute autre dépense liée à ses abus. Comment se débrouille-t-elle en prison, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir vraiment savoir. Selon son conseiller, elle maintient toujours qu'elle essayait d'aider Tyler et que ses méthodes étaient professionnellement saines. Elle semble véritablement incapable d'accepter qu'elle a abusé psychologiquement d'un enfant. L'illusion continue de Patricia ne me surprenait pas. Les personnes qui s'engagent dans une manipulation systématique se convainquent souvent si profondément de leur propre justesse qu'elles ne peuvent pas reconnaître le mal qu'elles ont causé. Mais son incapacité à accepter la responsabilité signifiait que Tyler ne recevrait jamais d'excuses sincères pour le traumatisme qu'elle avait infligé. Détective Martinez, Tyler va si bien maintenant que je ne pense pas qu'il ait besoin des excuses de Patricia pour guérir complètement. Il a appris à se faire confiance et à reconnaître la manipulation quand il la voit. C'est un meilleur résultat que toute excuse forcée pourrait fournir. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à tout ce que nos vies avaient changé depuis le matin de Noël. La relation de Tyler avec ses grands-parents avait été reconstruite sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. Ses performances scolaires s'étaient améliorées de manière spectaculaire une fois que les préoccupations comportementales artificielles avaient été retirées de son dossier. Plus important encore, Tyler avait appris qu'il était digne de protection et que les adultes qui se souciaient vraiment de lui écouteraient ses préoccupations plutôt que de les rejeter. Le moment le plus touchant de la matinée est survenu lorsque la cousine de Tyler, Emma, lui a demandé de lui apprendre à faire la vaisselle correctement. « Tyler est vraiment doué pour les choses de la cuisine », m'a-t-elle dit fièrement. Il m'a montré comment enlever toutes les bulles de savon sans gaspiller l'eau. La même activité qui avait été utilisée pour humilier Tyler 6 mois plus tôt était devenue une source de fierté et de connexion avec ses cousins. L'arme de la honte de Patricia avait été transformée en une opportunité pour Tyler de démontrer compétence et serviabilité. Plus tard cet après-midi-là, Sarah est arrivée pour prendre Tyler pour leur voyage de vacances d'été en Californie. Notre relation de coparentalité avait été renforcée par la survie à la tentative de Patricia de détruire notre famille, et le soutien de Sarah pendant les procédures légales avait été inestimable. Abraham, Tyler semble être un enfant complètement différent de ce qu'il était il y a 6 mois, a-t-elle observé. Il est confiant, bavard et excité par la vie à nouveau. Tu as fait un travail incroyable en le protégeant de la manipulation de Patricia. Nous l'avons fait tous les deux, ai-je corrigé.
Cette expérience m'a appris à quel point il est important pour les parents divorcés de présenter un front uni lorsque quelqu'un menace le bien-être de leur enfant. Alors que Tyler faisait sa valise pour le voyage en Californie, il a fait un commentaire qui encapsulait tout ce qu'il avait appris en survivant à la guerre psychologique de Patricia. « Papa, je pensais que les adultes avaient toujours raison et que les enfants devaient accepter tout ce que les adultes disaient. Mais maintenant, je sais que les enfants peuvent aussi avoir un bon jugement. Et parfois, nous devons nous exprimer quand les adultes se trompent sur nous. » Cette sagesse servirait Tyler tout au long de sa vie, le protégeant de futures manipulations et lui donnant la confiance nécessaire pour faire confiance à ses propres perceptions, même lorsque les figures d'autorité n'étaient pas d'accord avec lui. La soirée s'est terminée par un barbecue familial dans notre jardin, auquel ont assisté les grands-parents, tantes, oncles et cousins qui avaient tous appris de précieuses leçons sur l'importance de la pensée indépendante et les dangers de la confiance aveugle en une expertise revendiquée. Maman et papa avaient travaillé sans relâche pour reconstruire leur relation avec Tyler, et leur fierté évidente pour sa résilience était palpable dans chaque interaction. « Tyler, voudrais-tu m'aider à retourner ces hamburgers » demanda papa, offrant la spatule à Tyler. « Bien sûr, papy, mais seulement si tu veux mon aide. Je n'ai pas besoin de cuisiner si tu préfères le faire toi-même. » Les yeux de papa se sont remplis de larmes lorsqu'il a réalisé que Tyler lui donnait la permission de décliner son assistance, quelque chose que Patricia n'avait jamais permis. « Tyler, j'aimerais ton aide pour n'importe quoi, chaque fois que tu veux la proposer. » Alors que je regardais 3 générations de ma famille cuisiner ensemble en harmonie, j'ai compris que la tentative de Patricia de détruire Tyler avait finalement renforcé nos liens familiaux et nous avait tous appris des leçons importantes sur l'amour, la protection et la différence entre une préoccupation véritable et un contrôle manipulateur. L'ironie finale fut que la campagne de Patricia visant à prouver son expertise supérieure en matière de parentalité avait accompli l'exact opposé. Elle a démontré de manière concluante que l'amour sans respect est manipulation, que les titres professionnels sans éthique sont insignifiants, et que les enfants s'épanouissent lorsqu'ils sont acceptés pour ce qu'ils sont, plutôt que d'être modelés selon la vision de la perfection d'autrui. 6 mois après l'humiliation de Tyler le matin de Noël par Patricia, le karma avait en effet fait le tour complet. Elle était en prison, sa réputation détruite, sa famille brisée et sa victime s'épanouissaient malgré tous ses efforts pour briser son esprit. Tyler avait appris qu'il était assez fort pour survivre à la cruauté des adultes et assez sage pour la reconnaître lorsqu'il la rencontrerait à l'avenir. Alors que le soleil se couchait sur notre barbecue d'été, Tyler s'est approché de moi avec une expression sérieuse. « Papa, je veux te remercier de m'avoir protégé de tante Patricia, même lorsque d'autres personnes pensaient que tu avais tort. Tyler, te protéger est mon travail le plus important. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre ce qu'elle te faisait. Tu l'as compris quand cela importait le plus. C'est ce que font les bons parents. » La sagesse simple d'un enfant de 10 ans qui avait survécu à la guerre psychologique et en était sorti plus fort, plus sage et plus compatissant qu'auparavant. La cruauté de Patricia avait été transformée en force pour Tyler. Sa manipulation était devenue sa perspicacité, et sa tentative de détruire notre famille nous avait finalement rendus incassables. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas en évitant les batailles difficiles, mais en les combattant avec courage, persévérance et un engagement inébranlable à protéger les gens que nous aimons. Tyler a appris qu'il valait la peine d'être défendu, j'ai appris que la loyauté familiale ne doit jamais l'emporter sur la protection de l'enfant, et toute notre famille a appris que la vérité a son propre pouvoir lorsque les gens ont le courage de la dire. 6 mois après le matin de Noël, Tyler faisait à nouveau la vaisselle, mais cette fois, il enseignait à ses cousins, partageant ses connaissances et construisant des relations grâce à un service librement choisi plutôt qu'à une humiliation imposée de force. L'arme de Patricia était devenue le cadeau de Tyler, sa honte était devenue sa fierté, et sa manipulation était devenue la force de notre famille. C'est le véritable pouvoir du karma. Il ne punit pas seulement les malfaiteurs, il transforme leurs armes en outils de guérison et de croissance pour leurs victimes. Avez-vous déjà dû tenir tête à un membre de votre famille qui faisait du mal à quelqu'un que vous aimez? Comment avez-vous trouvé le courage de vous battre pour ce qui était juste, même lorsque d'autres personnes ne vous croyaient pas? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider d'autres parents à reconnaître la manipulation et à protéger leurs enfants contre l'abus psychologique.